Bonjour, c'est Valérie Zetoun. Retrouvez-moi avec la formidable Jazzia dans l'émission Passage des artistes sur Vivre FM. C'est un podcast Vivre FM. Au Passage des artistes, chaque week-end à 10h, votre rendez-vous intimiste avec Jazzia Arens. Bonjour et bienvenue à tous au Passage des artistes sur Vivre FM. Vous le savez, à présent, nous sommes ensemble tous les week-ends sur Vivre FM pour une balade artistique authentique et passionnante à travers le parcours de mon invité. Alors nous évoquerons la route vers son chemin jalonné de rencontres, de travail, d'efforts, bien évidemment, avant d'aboutir au succès. Alors mon invité aujourd'hui est producteur indépendant. Il est éditeur également et il sait mettre en lumière les talents de demain. Il a commencé sa carrière comme attaché de presse de Jean-Marc Serronne. Il fut producteur et co-auteur du spectacle Un été 44, on en parlera d'ailleurs, qui a été créé en 2016, si mes souvenirs sont bons. Et on le retrouve à la seconde saison de l'émission Popstar, diffusée en 2002 par M6, l'émission qui a d'ailleurs révélé la chanteuse Chimène Badi, qui est également la marraine de l'émission. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie Zetoun, je précise. Alors, est-ce que j'ai réussi à résumer 30 ans de carrière ? J'ai fait ce que j'ai pu, je ne pouvais pas aller plus loin. Vous avez résumé, vous avez juste oublié un petit concert que j'ai créé et que j'ai coproduit, qui était Les Vieilles Canailles. Eh oui, un petit, c'est un euphémisme, j'ai bien compris l'ironie. Mais c'est vrai, je voulais qu'on en parle justement parce que ça c'est passionnant. Mais avant d'arriver là, le travail, ça compte. Ah bah c'est 80. En règle générale, moi c'est ce que je dis, je fais des masterclass pour des jeunes artistes, je leur dis une carrière c'est 90% de travail, 5% de talent et 5% de chance. Et c'est vrai qu'on voit pas ce qui est dans l'eau quand on est quand on travaille. Effectivement, on pense beaucoup aux gens qui ont réussi, mais on ne sait pas ce qu'il y a eu derrière. Est-ce que, alors moi c'est vrai que on dit quand on est parent à ses enfants et le bac. Et tu verras, les portes s'ouvriront. Vous n'avez pas eu besoin de ça, j'ai envie de vous dire. C'est formidable parce que c'est un bel espoir pour ceux qui ne sont pas faits pour les études et qui peuvent de toute façon réussir quand même. Oui, sauf que c'était une autre époque. Oui, on parle de la fin des années 80, donc il y avait du boulot. Et puis la vie professionnelle n'était pas aussi compliquée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous savez pas vous servir d'un ordinateur, vous passez franchement pour moi quand j'explique que ça me terrorise de faire un WhatsApp ou je ne sais quoi parce que la technologie et moi ça fait deux, les gens se foutent de moi. Donc à l'époque il y avait pas tout ça. Aujourd'hui, on est obligé de faire des études un petit peu pour y arriver. Oui, c'est vrai. Et même, je pense que si j'avais pas été un peu réfractaire, je serais peut-être allé plus loin ou je serais peut-être rentré plus haut dans le métier de la musique avec le bagage des études. Bon, maintenant, ça crée la légende de dire il a pas fait d'études, machin. Bon, c'est rigolo. Mais c'est vrai que de toute façon, il faut aussi un peu de chance. Il faut de belles rencontres, surtout quand on fait ce métier-là. Il faut des rencontres, mais juste pour revenir aux études, c'est pas parce qu'on fait pas d'études qu'on ne se cultive pas. Donc, pas faire d'études, c'est pas le problème. Il faut lire, il faut écouter. Il faut être curieux. Il faut voir beaucoup de cinéma, lire la littérature, parce que on peut pas comprendre les choses. Il faut connaître un peu la peinture, il faut connaître les arts, il faut s'intéresser à tout, il faut connaître un peu l'architecture. Quand on va dans une ville, il faut dire tiens, alors ça vient d'où ? Il faut connaître l'histoire des choses, parce que si vous ne connaissez pas l'histoire des choses, vous ne pourrez pas produire ou vous intéresser ou comprendre pourquoi est-ce qu'un artiste peut exploser, parce qu'il est dans l'air du temps. Donc, et ça, si vous n'avez pas étudié tout ça, c'est compliqué. Et c'est vrai que vous avez eu cette chance-là d'avoir des parents qui étaient amoureux de littérature, de musique. Et j'ai même appris, en fouinant un peu dans votre parcours, j'ai appris que vous aviez un voisin qui était saxophoniste. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Exactement, oui. Un grand saxophoniste, Johnny Greffing. Et ça aide quand on est entouré de culture. Bah évidemment. Et moi j'ai eu la chance de naître dans une
une famille où il y avait des disques, où il y avait des livres, où on parlait de beaucoup de choses. Il n'y avait pas de sujet tabou. On parlait aussi de politique. C'est devenu une de mes passions. J'adore parler de politique. J'adore la commenter. Donc, bien sûr que ça aide d'avoir l'avantage de vivre avec des livres à disposition, de pouvoir écouter de la musique, et puis d'avoir des parents qui, en plus de ce qu'on apprend dans les cursus scolaires, vous montrent la voie, vous écoutez. Au départ, on écoute moi j'écoutais ce qu'écoutaient mes parents, donc en l'occurrence, ils étaient fans de jazz, grâce d'ailleurs aussi à ce voisin dont vous avez parlé, qui était Johnny Griffin, avec un immense saxo-ténor de jazz. Bon, donc il venait chez nous, et c'est vrai que je me souviens, moi, il y a des artistes que j'aime encore aujourd'hui, que mon père m'a fait découvrir, Nat King Cole, Frank Sinatra, tous ces artistes qui restent pour moi des artistes très importants dans ma vie. C'est mon père qui me les a fait découvrir. Bon, voilà. Vous qui êtes vous êtes aussi une icône de la musique, de la musique. Hein. Vous avez du flair, vous avez toujours su repérer quand même certains talents. Je vous reconnais un peu de modestie. Alors, il faut avoir du nez dans ce milieu-là. Je crois qu'il faut sentir aussi l'air du temps. Il faut sentir... Et puis, vous savez, moi, quand je signe un artiste, je signe pas sa musique, je signe l'artiste, je signe l'être humain, en fait. Je signe l'artiste, la personne. Moi, ce qui m'intéresse, d'abord, c'est la personne. Et puis après, c'est ce qu'il fait. C'est vrai que quand la première fois que j'ai vu Grand Corps Malade, qui a enregistré son premier album dans un studio, il était peu connu, voire pas du tout connu, mais... il dégageait quelque chose. D'abord, il n'était pas tout seul, il y avait toute une bande de potes avec qui il continue de travailler aujourd'hui d'ailleurs. C'était il y a 15 ans, 2006 ou un truc comme ça. Bon, et donc d'abord je tombe amoureux de la personne, et puis après il y a ce qu'elle fait. Mais pour moi c'est l'humain. Et puis les artistes correspondent à l'époque où on vit. Donc, est-ce qu'ils sont dans leur époque? Est-ce qu'ils arrivent à raconter leur époque de façon à ce que les gens s'identifient à eux et soient réceptifs? Bon, c'est pas un hasard si la Tour Eiffel a été construite pendant la révolution industrielle. Ça a montré la réussite de la révolution industrielle. La Tour Eiffel, on l'aurait fait peut-être 50 ans après, les gens auraient dit mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et il faut que les choses se fassent au bon moment. Exactement. Voilà. Et justement, on va continuer à parler de musique. Est-ce que la musique a changé aujourd'hui? Oui, elle a changé, elle a évolué. Elle a évolué d'abord. On voit que la musique urbaine a pris le pas. Beaucoup les gamins aujourd'hui en écoutent beaucoup. Je dis pas on consomme, il y a beaucoup de gens qui disent on consomme. Alors c'est vrai que il y a des termes qui sont apparus dans la musique comme industrie musicale, consommation, qui moi sont des termes qui me terrorisent parce que c'est pour moi c'est tout sauf une industrie et tout sauf de la consommation. Mais bon, donc oui, elle a évolué. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de musiciens, il y a plus en plus de gamins qui arrivent à faire de la musique uniquement avec un ordinateur portable. Ouais. Donc on peut trouver parfois qu'elle manque un peu d'aspérité parce que on peut se dire que la musique c'est aussi un interprète, mais aussi des musiciens qui eux-mêmes sont des artistes. Parce que un grand pianiste, même s'il ne chante pas, quand il accompagne un grand musicien ou un grand arrangeur, je sais pas, Goraguer avec Gainsbourg, sans Goraguer il y a peut-être pas Gainsbourg aussi fort. Donc voilà, ce sont des artistes qui se rencontrent et qui chantent ensemble. Donc oui, elle a évolué, et puis elle a suivi aussi la technologie, puisque la musique et la technologie sont complètement imbriquées les unes des autres. Avant, c'était les grands orchestres qui passaient à la radio, et puis après ça a été la télévision, et puis maintenant c'est Internet. Bon, voilà. Il faut faire avec son temps. Malheureusement parfois, parce que c'est vrai que parfois on trouve un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui côté musique, si toutefois il y a quelque chose qui vous manque? Est-ce que c'est les paroles? Par goût personnel? Oui, je trouve que le niveau d'écriture a un peu baissé.
Et c'est marrant parce que quand on réécoute même la variété des années 70, moi mes parents détestaient ça. Hein. J'ai pas peur de dire que mes parents aimaient pas Johnny Hallyday par exemple. Ouais. Bon, chez moi c'était impossible d'écouter Johnny. Comme quoi, moi, 30 ans après, j'ai travaillé avec lui, mais ils se sont mis à l'aimer du coup. Mais oui, je trouve, le niveau d'écriture est pas génial. Oui, voilà. Comme le reste, hein, je l'assume. Ce que je déplore, vous me direz si vous êtes d'accord, c'est que nous sommes peut-être également moins exigeants. Tout à fait. Mais parce que la vie s'est accélérée, on veut maintenant, avec les portables, les réseaux sociaux, tout le monde veut vite. Alors c'est vrai que c'est super quand on écrit une chanson, on la sort et puis elle marche. Mais pour avoir connu de grands auteurs, il y en a qui arrivaient à écrire des trucs géniaux en 20 minutes sur un coin de table, et puis il y en a d'autres qui mettaient 3 mois pour écrire une chanson, pour écrire un texte. C'est comme ça. On est dans une société où on veut tout accélérer, mais attention, la musique est toujours en avance sur le reste de la société. Moi, j'ai toujours dit que c'était la musique et le sport qui étaient en avance sur les députés. Ce qui se passe dans la musique, ce qui se passe dans le sport, ça se passe obligatoirement derrière dans la société. Bon, donc là, il y a une accélération. Maintenant, on verra qui restera. Ça y est, l'autre jour, je suis chroniqueur sur sur RTL, pour ne pas la citer. On a reçu Sheila. Sheila racontait que à l'époque de Salut les copains, du fameux poster de Jean-Marie Perrier, ils disaient tous, mais on ne durera que 3-4 ans. Ils ne pensaient pas faire des carrières. Et sur le poster, il y a Johnny, il y a Eddie, il y a Gainsbourg, il y a Sylvie Vartan, il y a tous ces artistes qui ont après fait 50 ans de carrière. Donc, on peut pas non plus présager de ce qui va arriver. En tout cas, oui, on peut se dire que le niveau est un peu en deçà. Mais enfin il paraît que c'est la même chose à l'école. Donc, ça a peut-être une relation de cause à effet. Certainement. Vous savez quoi ? On va parler juste après, on va prendre une petite pause musicale et on va parler de spectacle. Très bien. De spectacle, bien évidemment, on parlera d'un été 44 que vous avez coproduit, c'est ça, ou produit ? Oui, produit et coécrit. Oui. Si mes souvenirs sont bons. Et puis on parlera bien évidemment des vieilles canailles. Voilà, donc on s'écoute un petit morceau musical et puis on revient tout de suite après. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia Arens. Bienvenue sur Vivre FM si vous venez de nous retrouver. Vous êtes toujours au Passage des Artistes et mon invité aujourd'hui est Valérie Zetoun. Valérie Zetoun, pour cette deuxième partie, j'aimerais qu'on parle spectacle vivant. D'abord parce que le spectacle vivant, comme l'art et la culture de manière générale, on a quand même pas mal souffert. En tout cas, les artistes ont beaucoup souffert. Nous aussi, parce que du coup, on est restés confinés. On va parler de spectacle vivant. Un été 44. Comment est née cette aventure ? Alors au départ, elle est née du fait que il y a des auteurs de la SACEM qui m'ont appelé. Je crois notamment Eric Benzi, qui bosse avec Jean-Jacques Goldman depuis, qui a travaillé très longtemps et qui est resté très proche de lui. Eric m'appelle un jour, il me dit écoute, il y a un projet qui sera un spectacle sur l'histoire du débarquement en Normandie, mais vu à travers le destin de 6 jeunes. Donc j'ai écouté les chansons, il y a des chansons magnifiques. De très belles signatures d'ailleurs. Très belles signatures, il y avait du Chamfort, il y avait du Goldman, il y avait du Aznavour, il y avait du Claude Lemel, de Benzi, pardon pour ceux que j'oublie, il y en avait beaucoup d'autres, on avait une vingtaine de chansons qui étaient magnifiques, et puis on a écrit une histoire, donc l'histoire, parce que on voulait, maintenant avec le recul, on s'aperçoit que c'était beaucoup moins manichéen que ça voulait l'être.
que les Normands ont quand même pris beaucoup plus de bombes sur le coin de la figure qu'ils ne devaient. Alors c'est la guerre, c'est comme ça que il y a eu des vraies histoires d'amour entre des Allemands et des Françaises. Parfois même des enfants qui étaient enlevés et qui ne retrouvaient leur mère que 20 ou 30 ou 35 ans après. Donc nous étions en partenariat avec le mémorial de Caen qui fait figure de spécialiste mondial sur le débarquement. C'est franchement le conservateur du mémorial, dont le nom m'échappe d'ailleurs, est un type mais phénoménal. Et donc on a écrit cette histoire qui est l'histoire de 3 jeunes filles qui sont à Caen et qui se réveillent le 6 juin au matin. Il y a aussi un jeune soldat américain, un jeune soldat allemand, un GI, et puis le petit cousin des 3 héroïnes qui lui parcourt la Normandie et sait tout ce qui se passe, il leur donne des infos. Et elles, bien évidemment, rêvent d'avenir, rêvent de futur, et en même temps elles sont au milieu de cette maison, dans cette cave où elles sortent de là, et quelque part tout est un champ de ruines. Voilà. Donc j'ai pris un plaisir immense à coécrire le spectacle avec mon copain Anthony Souchet, et on a pris un plaisir immense parce que là il fallait vraiment pas se planter, même historiquement parlant, il y avait des choses qu'on pouvait pas. Voilà, moi quand au départ il y avait pas l'histoire d'amour entre l'allemand et la française, ça a posé un problème même au sein du groupe parce que certains auteurs me disaient quand même, on va quand même pas aller jusque là. Je dis mais si, parce que c'est la réalité. C'est la vraie vie, hein. C'est la vraie vie. Et j'avais vu un reportage sur France 3 qui racontait ça, qu'il y avait eu 3000 enfants qui étaient partis parce que les pères les avaient emmenés ou les nazis les récupéraient pour qu'ils aillent servir le régime. Et donc il y en a même qui ne parlaient même pas français, donc ils retrouvaient leur mère 30 ans après. C'est incroyable. Et donc voilà, donc il y a eu comme ça des histoires extraordinaires et c'était vraiment un bonheur de produire ce spectacle. Et c'est vrai qu'en plus, ce spectacle-là est arrivé en 2016 et vous n'étiez pas les seuls sur le terrain. Je crois qu'il y en avait 16 ou 17 à l'époque. Il y avait une tonne de spectacles en face. Et ça a très bien marché. Ça a bien marché, voilà, ça aurait pu mieux marcher. 75 représentations. Voilà, 75 représentations à Paris, mais tourné, pourquoi ? Parce que des tas de raisons qui intéresseront pas les auditeurs, et c'était des histoires de production. Ouais. Et puis surtout, une erreur, peut-être, c'est que moi je me suis dit qu'on pouvait peut-être installer un spectacle en France sans qu'il y ait un tube radio, comme ils le font parfois à Broadway, et puis le public français a besoin d'un tube pour venir voir un spectacle. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on n'a pas eu le tube escompté en radio parce qu'on avait de très belles chansons mais qui n'étaient pas faites pour les grands réseaux FM. Bon, on a été aidés, etc. Mais il nous a manqué ça peut-être pour aller plus loin. Et puis je pense qu'au départ, une comédie musicale sur le débarquement, tout ça, ça a un peu fait peur. Après, les gens, quand ils ont vu le spectacle, y compris les gens du métier, ont été rassurés parce qu'ils ont vu que c'était des chansons magnifiques et qu'en fait, on parlait pas de la guerre, on parlait en réalité, c'était l'amour qui est toujours plus fort, quoi qu'il arrive. Voilà, et que les roses renaissent toujours des cendres des abominations de l'homme. Et puis il y avait aussi beaucoup d'espoir dans ce spectacle-là. Un deuxième spectacle, vous vous doutez bien, on va parler des vieilles canailles. Pareil, comment est née cette idée ? Est-ce qu'on se lève comme ça le matin et on se dit bon ben voilà, on y va ? Non, on se lève pas le matin comme ça. En 2005, je m'occupais de Michel Sardou et on sortait un DVD de son concert et on avait eu l'idée pour faire un petit programme en plus du DVD de le réunir avec Eddie Mitchell. Et puis de les faire parler de la grande époque, etc. Et donc, je m'étais mis à table avec eux, et puis j'avais fait Michel Drucker, ce qui n'était pas mon métier, mais bon. Donc on avait dîné tous les trois, et puis quand je sors de là, j'ai passé une soirée formidable.
Et dans ma voiture, je me dis, mais quand même, on a des artistes qui sont aussi iconiques pour les Français que les artistes américains pour les artistes américains, mais c'est pas notre culture de les réunir. Et je me suis dit, mais ce serait tellement formidable de pouvoir réunir, à l'époque, c'était Eddie, Johnny et Michel. Et puis donc j'en parle à Eddie qui me trouve l'idée super, j'en parle à Michel qui me dit super, et au moment d'en parler à Johnny, je crois que Michel a fait une mauvaise vanne sur Johnny, donc bon ils se sont fâchés. Oui, ils sont fâchés. Donc le spectacle à l'époque a plus pu se monter, et puis quelques années plus tard, j'avais pas trouvé le troisième quoi. Et puis quelques années plus tard, bon, je vous la fais courte, il se trouve que j'étais dans un endroit où j'étais très heureux. Enfin, j'étais à la fois très malheureux et très heureux. Et à un moment donné, j'entends passer Il est 5 heures, Paris s'éveille. Et je repense au truc et je me dis mais merde, mais c'est vrai, Jacques est très ami avec Johnny, il est aussi très ami avec Eddie, parce que ce concept-là marchait sur le fait qu'ils étaient amis et qu'ils se connaissaient depuis des années, donc ils avaient vécu des choses superbes, parce qu'il n'y a pas que la chanson, il y a aussi les vannes qui se font entre les titres. Bon, donc, et puis c'est aussi parti, on revient à ce que je vous ai raconté tout à l'heure, de la culture que j'ai découverte chez mes parents, qui était la culture du Rat Pack, avec cette fameuse histoire que Sinatra avait créée avec Dean Martin, Joe Bishop, Sammy Davis et Peter Lawford, qui était d'ailleurs le beau-frère du président Kennedy. Donc ils avaient créé ce spectacle qui consistait à faire venir des gens très différents et de se marrer et de... Alors dans le spectacle du Rat Pack, ils prenaient la chanson de l'autre, mais ils changeaient les paroles. Hein. Par exemple, When You're Smiling, ça veut dire quand tu souris, était transformé en When You're Drinking, quand tu te bourres la gueule. Bon, voilà, donc j'étais parti un peu de cette idée-là, mais je crois que ce qui leur a plu surtout aux trois, c'était de se retrouver tous les trois, et puis de se marrer tous les trois, parce que c'était des vrais potes. Oui, voilà. C'est vrai, c'est ça que... Et puis ça, on le sent d'ailleurs, hein, sur scène, bon, il y a de la bonne musique, bien évidemment, il y a de grandes trois belles personnalités, mais c'était aussi trois potes. Oui, voilà. Et ça compte. Oui, et puis ils racontent des histoires qu'on connaissait pas, donc c'est... Et puis des histoires marrantes. Et surtout, je vais vous dire, ce qui me manque aussi, que ces artistes ont, mais qu'on entend moins et qu'on voit moins aujourd'hui, c'est juste de l'autodérision. Ouais. Voilà. Mais on n'en a plus. Maintenant, il faut faire très attention. Hein. Voilà. Mais eux, ils avaient de l'autodérision. Ils se foutaient la gueule les uns des autres. Et donc, et voilà. Et ça fait plaisir au public. Ouais. Et ce sont des artistes qui font leur carrière pour le public et qui ne pensent qu'au public. Un peu nostalgique, Valérie Pas du tout. Ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, je suis très fier de ce que j'ai fait, mais je suis très curieux de ce que je vais faire demain. Et bien justement, on va parler de ce que vous faites aujourd'hui dans cette troisième partie. Ce que vous Ça faites, passe vite. On va parler, on va parler de votre livre. J'adore, moi j'ai tout de suite accroché avec le titre. J'ai adoré et j'ai même regretté à un moment donné de ne pas l'avoir trouvé, ce titre, parce que c'est tellement révélateur et ça résume tellement de choses. Avant cela, moi j'ai une dernière question avant d'entamer cette troisième partie, si vous me le permettez. Pourquoi plus de management aujourd'hui? Parce que est-ce que vous continuez à manager des artistes ou pas du tout? Non, ça m'ennuie. Le management, ça m'intéresse pas. D'abord parce que pour gagner sa vie, il faut avoir peut-être entre 15 et 20 artistes. Et qu'il n'y a pas de création dans le management. Le management, c'est les deals purs avec les avocats, les contrats, le pognon. Bon, moi c'est pas ce que je préfère faire dans la vie. Oui. Moi j'aime bien quand il y a une grosse dose d'artistique. Voilà, je suis plus un producteur artistique qu'un producteur financier. Moi. Bon, donc le management, et puis il faut être 24-24. Ouais, j'ai plus l'âge là. Oui. Et ça me fait penser, ça me fait rebondir d'ailleurs, parce que c'était pas prévu, mais Popstar, c'est vrai que ce qu'on aimait dans cette émission-là, c'était que on avait tout ce parcours, ce suivi de l'artiste. Ouais. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de consommation. On est dans la consommation. Voilà. On ne va pas. On est un peu frustré parce qu'on ne voit pas l'artiste. Après. Oui, bon, oui, pas tous. Il y a des artistes qu'on peut voir. Enfin, oui, on est dans la consommation, mais
c'est plus parce que aujourd'hui il y a 700 titres qui sortent chaque année. Donc c'est énorme, 700 titres. Il y a trop de production. Mais je vous rassure, il y a combien de films ? Il y a 500 films. Il y a combien de livres ? Bon, on surproduit, voilà. C'est notre société qui est comme ça. On est sur un phénomène de surproduction. Mais en même temps, ça a un avantage, c'est que le niveau moyen augmente. Moi, je reçois des trucs, que j'ai pas envie de signer, mais qui sont fondamentalement d'un très bon niveau. Avant, on recevait soit des casseroles, soit des trucs... mais là, le niveau moyen a augmenté. Après, vous savez... voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai pas de frustration parce qu'il y a tellement de trucs anciens que je connais pas que je continue à découvrir. Vous faites bien. Donc ça va. Vous faites bien, justement, en parlant d'anciens morceaux. On va s'écouter un morceau musical et puis on entamera cette troisième et dernière partie avec vous, Valérie Zetoun. Ça marche. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia Arens. Vous êtes toujours au Passage des Artistes avec mon invité Valérie Zetoun. Est-ce que vous êtes prêt à continuer cette dernière, ce dernier chemin de ce parcours ? Écoutez, je suis prêt même à en refaire une autre de 36 minutes si vous voulez. Il va falloir écrire un deuxième livre, Valérie Zetoun. Alors, déjà le premier c'était long. Alors justement, j'aimerais qu'on aborde donc cette troisième partie en parlant d'un livre. Moi, ce qui m'a tout de suite interpellée, je vous le disais tout à l'heure en off, c'est le titre. Comment est né ce titre ? Les murs des asiles sont dans le mauvais sens. Et souvent, on hurle parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui nous paraissent absurdes, et on aurait rêvé sortir une phrase pareille. Eh ben écoutez, il n'est pas de moi, et je vais vous dire, et c'est même inquiétant parce que c'est à croire que ça a démarré il y a très longtemps, il est de mon arrière-grand-mère. Et quand on parle souvent avec ma mère, etc., elle me disait, tu sais, ma grand-mère disait, les murs des asiles sont dans le mauvais sens. Et j'ai toujours trouvé cette expression magique, oui. Drôle, mais en même temps tellement vrai. Et donc, quand j'ai cherché le titre, au départ, j'avais mis Chronique 2021, je trouvais que c'était pas assez... Et puis je me suis dit, mais je vais prendre cette phrase-là, parce que d'abord, même si le copyright n'est pas de moi, ça reste dans la famille. Elle vous pardonnera. Voilà. Et puis c'est une manière de lui faire un clin d'œil et de lui rendre hommage là où elle est. Donc, parce que je crois que c'était une femme qui avait beaucoup de bon sens. Voilà. Et c'est ce que j'ai essayé de développer dans ces chroniques-là. C'est plus du bon sens qu'autre chose. Alors, comment est née cette histoire ? Est-ce qu'elle est née d'abord sur Internet, Oui, elle est née de mon compte Facebook, parce que je suis assez actif. En règle générale, je m'efforce de faire un post par jour, un ou deux. Ces derniers temps, j'ai été moins... Mais en tout cas, voilà... le truc, c'est que mon compte est fermé. C'est-à-dire, je ne suis pas en public. Donc... j'ai commencé à écrire et puis et au fur et à mesure je m'apercevais que les posts avaient de plus en plus de succès, qu'il y avait des gens qui devenaient fidèles, et puis un jour il y en a un qui m'a dit mais il faut absolument les mettre dans un bouquin. Ouais. J'ai dit non. Comme un livre de bord oui, ou voilà. Enfin, au départ non, c'était juste il faudrait les réunir dans un bouquin. Puis moi je voyais pas le truc, et puis un autre, et puis un autre, puis il y en a plein qui m'ont dit mais donc pareil, l'idée n'est pas de moi non plus. Finalement, j'ai rien foutu dans ce truc-là. Et vous avez fait quoi du coup ? Rien. Comme en plus je rebondis sur l'actualité, j'ai même pas créé le truc. Donc c'est le premier mec qui a rien foutu. Et un jour j'ai trouvé, j'ai dit je vais faire un journal de bord en réalité. Donc je suis parti du 1er janvier 2021 pour arriver au 1er janvier 2022. Et d'ailleurs, je ne souhaite pas bonne année le 1er janvier 2022, parce que j'avais, je crois, senti que celle-là serait encore pire que la précédente. Et donc, je m'auto-produis, donc j'ai pas d'éditeur, je ne suis en vente que sur Amazon.
Ce qui me vaut parfois certaines critiques. Les gens me disent mais quand même t'es très patriote, tu pousses les petits commerçants, etc. Et puis je dis mais les éditeurs ont pas voulu de moi. Bon, alors il faut bien que je le sorte. Moi je vous avoue que je voulais récupérer votre livre parce que généralement je ne fais jamais d'interview sans aller voir la pièce ou le théâtre, etc. Et je suis allée donc dans une grande librairie, je ne citerai pas le nom, et on me dit ah non mais c'est un indépendant et nous ne faisons pas d'indépendant. Voilà, donc je comprenais parce que je connaissais pas trop ce milieu. Non, et moi j'ai assez, appris à le connaître. voilà, et c'est vrai que c'est pas. Alors c'est des coups de gueule, c'est quoi ces chroniques? Il y en a quelques-uns. On suit l'actualité. Donc après j'ai mes sujets de prédilection. Donc il y a plusieurs parties. Il y a l'aspect politique. Donc moi j'aime bien, je suis comme tout le monde. J'aime bien taquiner les politiques. Il y a un aspect personnel, non pas que je raconte ma vie, mais après être né à Paris et y avoir vécu 54 ans, j'ai quitté Paris pour la campagne. Donc, je raconte les aventures d'un Parisien urbain qui se retrouve à la campagne et qui veut s'intégrer. Hein. Moi, je suis pas comme ces Parisiens qui vont à la campagne et puis qui gueulent parce qu'il y a un coq qui chante ou il y a un tracteur qui passe. Donc, il y a des trucs comme ça. J'essaye de raconter ça avec humour. Après, il y a les marronniers. C'est-à-dire que, par exemple, là, nous allons entrer dans la période sur les réseaux sociaux où on va commencer à voir des arpions, c'est-à-dire des pieds, avec la mer au bord d'une piscine. Vous voyez, il y a sur les réseaux sociaux, comme dans la presse, ce qu'on appelle des marronniers. Dans la presse, c'est l'immobilier à la rentrée, comment maigrir au mois d'avril. Eh bien, sur Internet, c'est les pieds, c'est les maillots de bain. Alors, je fais des papiers là-dessus. Un papier, je sais qu'il y en a eu un qui avait eu beaucoup de succès, qui est dans le bouquin d'ailleurs, qui est un papier où je peste contre les gens qui se promènent torse nu ou en maillot de bain dans les villes l'été, y compris les villes balnéaires. Ça me rend hystérique. Bon, voilà, il y a eu ça, il y a eu un autre papier qui a aussi qui a eu beaucoup de succès où je me suis retrouvé confronté à une petite fille de 3 ans et demi très très mal élevée. Et donc ça a beaucoup fait rire parce que je décris un peu des situations un peu cocasses qui m'arrivent ou alors c'est mon chien qui récemment ma petite chienne a fait ses besoins sur une pelouse très snob et interdite de Neuilly-sur-Seine. Alors je mets en scène un peu tout ça, je raconte ce qui m'arrive. Et voilà, et ça a eu du succès. Du coup, j'ai mis tout ça dans ce bouquin. Et puis, rencontre un petit succès sympathique. Alors, est-ce que vous faites comme tous les artistes, vous allez vous balader et puis il y a quelque chose qui vous interpelle, qui vous choque, qui vous fait rire? Vous avez un petit calepin, vous notez? Non. Comment ça se passe? Non. D'abord, je vous remercie, mais je me sens pas comme artiste. Mais je vous remercie du compliment, je le prends quand même. Non, ça me vient, c'est-à-dire, il faudrait que je le fasse. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, j'ai pris un carnet aujourd'hui parce que quand je viens à Paris, j'ai beaucoup d'idées. L'inspiration arrive quand on arrive à Paris. Voilà. Alors, non, c'est marrant parce que la chose m'arrive, par exemple, l'histoire de Churchill dans le jardin qui fait ses besoins. L'histoire m'est arrivée un jeudi et elle m'est venue, mais alors vraiment comme ça, d'un coup le dimanche. Donc ça me revient et tout d'un coup je fais mon truc. Après j'ai eu aussi il faut dire, j'ai été aidé par une lettre que j'avais écrite à Anne Hidalgo, une lettre ouverte, pas une lettre officielle, lorsqu'elle avait comparé le sort des Français musulmans d'aujourd'hui à celui des Français juifs des années 30. Donc j'avais écrit une lettre ouverte qui a été partagée, repartagée, qui a été virale. Qui a même atterri sur mon mur. Bon voilà, donc vous voyez, mais ça a été dans le monde entier. J'ai eu des réactions d'artistes, il y a des gens qui m'avaient pas appelé depuis des années. Bon, donc cette lettre-là, je l'ai mise aussi dans le bouquin. Donc je dirais que c'est un truc à la fois, je pense, où vous pouvez
être énervé parce que vous serez pas d'accord avec moi, mais 2 pages plus loin, vous marrez parce que je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé et où je suis le dindon de la farce. Et voilà, moi j'aime pas je peux être chambreur, mais je n'ai aucune méchanceté. Je déteste la méchanceté. Il y aura jamais de méchanceté gratuite avec moi. C'est toujours. Mais par contre, j'aime bien me moquer avec tendresse des gens. Et puis il y a aussi des hommages à des artistes qu'on a perdus, soit que j'ai connus, soit que je n'ai pas connu, mais je leur fais un hommage, je leur écris un hommage parce qu'ils m'ont donné un bonheur illimité. Bon, je pense évidemment, le plus récent, c'est Michel Bouquet, que j'ai pas eu la chance de connaître, mais que j'ai vu une fois sur scène. Et puis après, alors là, il peut pas y avoir l'hommage parce que j'ai écrit ce truc l'année dernière, mais il y a Christophe, par exemple, qui est un chanteur avec qui j'ai eu la chance de travailler, que j'ai eu la chance de produire, qui me manque énormément, que je voyais même après qu'on ait arrêté de travailler ensemble, Et puis voilà, donc il y a plein d'hommages comme ça. Il y a un hommage à Belmondo, il y a un hommage à Bakri. Qui sont tous ces gens qui me manquent parfois. Il me vient l'envie quand j'entends parler de féminisme, bon, alors je vois des jeunes là, qui nous expliquent que le féminisme c'est de pouvoir parler de leurs problèmes gastriques ou je ne sais quoi. Bon, alors moi je prends la photo de Catherine Deneuve, des grandes féministes de Simone l'époque, Veil, voilà, de Simone Veil. Là c'est pareil, moi ma mère était féministe, j'ai été élevé avec Claire Bretéché, j'ai été élevé avec Françoise Giroud, j'ai été élevé avec toutes ces femmes qui étaient à la fois brillantissimes mais en même temps drôles, parce que aujourd'hui tout ce petit monde se prend mais tellement au sérieux quand on voit des gens comme ces Sandrine Rousseau, tous ces gens-là, ils viennent, mais on a l'impression, et puis on se fait engueuler, c'est-à-dire qu'ils nous engueulent. C'est pas qu'ils veulent nous ramener à leur cause avec un sourire et à nous donner des arguments. Ah non, ils nous engueulent. Donc bon, moi, les prétentieux qui m'engueulent, je les zappe. Ou alors je leur fais un petit compliment sur mon mur Facebook. Et puis peut-être qu'elle se retrouve sur votre bouquin. Hein. Elle se retrouve. Allez savoir. Vous savez quoi, là il nous reste 2 minutes et j'aimerais qu'on puisse parler de cuisine parce que il paraît que c'est aussi une de vos passions. Oui, complètement. C'est marrant que vous me disiez ça parce que hier, je suis tombé par hasard sur une émission sur Planète où il y a 2 jeunes qui sont partis en Iran et qui sont allés dans 3 familles iraniennes pour cuisiner comme les Iraniens. Et j'ai découvert une cuisine que je ne connaissais pas, qui est phénoménale. Bon, voilà. C'est vrai que moi, la cuisine, le pinard, c'est des passions. Qu'est-ce que vous voulez dire ? J'adore ça. C'est quoi votre plat préféré, par exemple ? Il y en a plein. Ouais. Ça va des riz de veau en passant par. J'aime beaucoup les plats traditionnels français, et y compris quand ils sont revisités. Par exemple, moi, je fais un pot-au-feu que j'avais. Je crois que c'est Etchebest qui avait fait ça. C'est un pot-au-feu, mais avec des saveurs vietnamiennes, c'est-à-dire dans le revisité, bouillon, quoi. Revisité. Donc j'aime bien ces mélanges-là. Évidemment, j'ai une double culture, France et Afrique du Nord. Ma grand-mère, mes grands-parents étaient tunisiens. Donc j'aime bien les mélanges. Et puis j'adore les plats typiques. Bon, la cuisine tunisienne, elle n'est pas conseillée à ceux qui ont du diabète parce que c'est de l'huile et encore de l'huile, mais c'est tellement bon, je veux dire, bon. Donc c'est vrai que j'adore. Si je m'écoutais, moi, j'aurais monté un petit resto, mais ma femme s'y oppose catégoriquement, donc je cuisine dans à ma la cuisine. Maison. Et c'est pas plus mal après tout. Voilà. Valérie Zetoun, là pour finir l'émission, on parle un peu de projet. Est-ce que vous avez un projet de monter une nouvelle comédie musicale, de produire... Écoutez, pas tout de suite. J'ai un projet mais qui est embryonnaire, donc je peux pas en... Il va falloir revenir à ce moment-là. Parler, voilà. Non, vous savez, là je développe plus une nouvelle partie qui est une partie un peu média, c'est-à-dire, bon voilà, comme je vous ai dit, je suis chroniqueur sur une autre radio, ça me plaît énormément. En plus, je travaille avec un animateur qui s'appelle Bruno Guillon, qui est une merveille, et dans la vie aussi. Et moi, c'est important pour moi
d'avoir des relations fortes. Et puis j'ai 2-3 idées en radio et puis pourquoi pas en télé. Donc je développe ça en vieillissant. Je me dis tiens peut-être qu'il y a des vieux qui ont envie d'entendre un vieux, donc j'ai peut-être une chance. Valérie Zetoun, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir fait cette balade avec nous au passage des artistes. On retrouve votre livre sur Amazon. Et puis pour vos projets, vous revenez nous voir quand vous voulez. C'est très gentil. Merci beaucoup. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.